That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Comme tous les mardis, nous avons un invité dans notre émission. On a le professeur Lekana Douki, qui est le directeur général du CIRFM, qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. Avec lui, nous allons parler de la surveillance épidémiologique et bien sûr du variant britannique qui a été annoncé par les autorités compétentes en matière de riposte contre la pandémie de Covid-19. Professeur, bonjour. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est quoi le CIRFM, s'il vous plaît? Bien, le CIRFM, Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, interdisciplinaire depuis 2 ans, plus de 2 ans déjà. Avant il était Centre international de recherche médicale de Franceville. D'accord. Et il y a eu un changement de statut. Ce changement de statut a fait que de l'association à but non lucratif qu'était cette institution, elle est passée à établissement public à caractère scientifique. D'accord. Qu'est-ce qu'on y fait? Le M du CIRFM renvoie à médical, le R renvoie à recherche naturellement. Donc, on fait de la recherche en santé, de la recherche à but, dans la recherche médicale, on va dire. Particulièrement, le CIRFM, en termes de mission, c'est 3 missions. La mission phare, donc, c'est la recherche médicale. Ensuite, il y a une deuxième mission qui va également dans le sens de la santé et du médical, c'est l'appui à la santé. Et il y a une troisième mission qui coule des sources parce qu'une institution de recherche de ce niveau forme naturellement à la recherche parce que la formation à la recherche à travers le monde, elle se fait dans les centres de recherche. On parle de formation à la recherche par la recherche. En général, quel est le profil de vos collaborateurs là-bas? Bien, les chercheurs du CIRFM, les agents scientifiques du CIRFM sont des biologistes, biologistes avec une dominante sur la maladie infectieuse, les agents pathogènes. Pour parler de moi, par exemple, UDG, je suis spécialiste en interaction agents pathogènes et hôtes. Du coup, j'ai cette spécialité en interaction agents pathogènes et hôtes, et avec une spécificité de discipline qui est la parasitologie. Donc la majorité, sinon le personnel scientifique du CIRFM, il est biologiste et il travaille sur les agents infectieux en général. Agents infectieux chez l'homme, agents infectieux chez les animaux, parce que ça, ce n'est plus à dire. Quand on regarde Ebola, ça part de l'animal pour l'homme, et aujourd'hui, tout le monde parle de cette pandémie qui est partie de la faune sauvage pour l'homme. Donc, hormis ce qui se raconte dans le monde en termes de questions médicales, vous avez vos propres approches parce que vous avez votre propre expertise. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, parce qu'on a souvent l'impression que les scientifiques africains suivent tout bonnement ceux qui viennent de l'Occident. De l'Occident. Ils se calquent toujours sur les publications qui sont faites en Occident. Ils se calquent toujours sur les résultats des études qui sont faites en Occident. On a presque l'impression qu'ils font presque de la répétition de ce que leurs confrères occidentaux font. Bon, alors, premièrement, ce que vous dites là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Heureusement que vous employez le mot impression, et une impression qui n'est pas juste, mais c'est une impression, donc elle peut être bonne comme fausse. La recherche, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche est un continuum. Qu'est-ce que ça veut dire? Un continuum, c'est que je ne sors pas de nulle part et je décide de faire de la recherche comme ça. Non. Je m'appuie sur ce que mes prédécesseurs, mes collègues chercheurs ont fait pour développer ma recherche. Mais qu'est-ce qui plus explique précisément, si vous permettez, plus précisément, il y a ce qu'on appelle, en recherche, il y a ce qu'on appelle la conception. Donc, pour concevoir, on est obligé de se
calé sur ce qui a été déjà fait. Qu'est-ce qui a été démontré? Et à partir de ce qui a été démontré, donc le contexte, on tire des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, maintenant, on met en place, on va avoir des questions de recherche. Et avec ces questions de recherche, on va mettre en place des protocoles. Et ce sont ces protocoles-là qui vont permettre de générer des résultats. Mais comment expliquer que quand le peu de présence de résultats de recherche de confrères africains sur cette question de la pandémie du Covid-19, la plupart du temps, dans les médias, on est inondé par les positions des chercheurs occidentaux. Or, là, on découvre que ce virus-là, il mute. Il a la capacité de muter quand il passe d'un individu à un autre. On parle même, par exemple, d'un variant africain, vous le savez, le variant sud-africain. Alors, qu'est-ce que les chercheurs africains pensent de l'évolution de cette pandémie-là sur le continent et particulièrement sur les populations noires? Parce qu'il y a quand même des spécificités locales. Voilà. Absolument. Et on va y venir. J'espère que vous me permettrez d'aborder cette notion de spécificité locale. Alors, votre question est très bienvenue. Je vais prendre un exemple. Oui, je vais le prendre celui-là. Et ça va peut-être même déjà annoncer une partie de ce que nous aurons à dire dans cet entretien. Oui. Aujourd'hui, on parle de variant. Vous avez évoqué le mot. Je vais le définir après ce qu'est un variant. Mais savez-vous le coût pour sortir un seul variant, tout au moins pour regarder un seul échantillon. Vous êtes entre 150 000 et 180 000. Donc, si vous me demandez au CIRMF de tester tous les échantillons qu'on a eus à Franceville, tous les échantillons qu'on a eus à Libreville, faites la multiplication. Et c'est là que le bas blesse. On peut parler du CIRMF, on a eu un retard dans la question des variants. Pourquoi ? Parce que nous avons, dès le mois de mai, puisqu'on n'invente rien. Vous savez, nous sommes spécialistes de la maladie infectieuse, des agents infectieux, et nous savions que dès qu'il y a eu un nouvel agent pathogène, mais naturellement derrière, il y a la diversité. Naturellement derrière, il y a des variations antigéniques. Naturellement. Et je peux vous sortir le projet que nous avons soumis au mois de mai au comité d'éthique où nous parlions déjà d'éventuelles variations. Personne n'avait évoqué ça dans le monde. Mais sauf que nos moyens ne nous permettaient pas à l'époque, nos finances ne nous permettaient pas à l'époque de nous jeter sur cette question parce que les coûts, je viens de vous le dire, si nous devons faire 200, vous faites la multiplication, vous avez le nombre de dizaines de millions de CFA qu'il faut. On n'en avait pas à cette époque-là. Alors, donc professeur, moi, ce que je veux... Attends, Jean-Paul, parce que ce que je veux bien comprendre, on va parler de deux choses aujourd'hui. On va parler du variant et puis on va parler de la surveillance épidémiologique. Vous avez quand même un système de surveillance. Ah ben bien sûr, mais aujourd'hui... Donc, dès que vous avez entendu parler pour la première fois du Covid, vous avez mis votre surveillance en alerte, en action. Alors, pour parler de surveillance, je vais évoquer... je vais parler d'un organe du CIRMF, c'est la cellule USP, la cellule qui travaille sur les urgences en santé. Cette cellule, elle a quel rôle? Elle fait de la surveillance, elle est en alerte. Et je vais vous surprendre, le CIRMF a été parmi les premiers centres africains à dire à l'Union africaine qu'il y a un danger qui risque d'arriver de Chine. C'est-à-dire que cette cellule USP, quand elle a vu à la télé qu'il y avait déjà 600 contaminations avec 4 morts, elle a été alertée. Elle a été réunie, cette cellule USP, donc urgence en santé. Elle s'est réunie et elle a fait une notification à Africa CDC, donc le bras armé de l'Union africaine. Est-ce qu'il y avait des propositions dedans? Ah, mais bien sûr. Lesquelles, par exemple? Il y avait par exemple la proposition de faire en sorte de fermer les vols. Ce qui a été d'ailleurs fait à un moment. Mais un peu tardivement quand même. Bon, ça, c'est pas de ça. Après, on écrit, le temps que le courrier arrive, le temps que le courrier soit analysé. Je parlais du timing entre le moment où je vous le dis. Exactement, au moment où vous faites la recommandation et son application. Alerté cette cellule USP qui a alerté le ministère de la Santé, parce qu'il y a cette veille-là, pour dire, attention, il faut. Et le CIRMF a fait plusieurs recommandations dans ce sens qui nous ont permis
dans ce pays d'avoir les résultats qu'on a. Je ne dis pas que c'est uniquement le CIRMF, mais le CIRMF a contribué à avoir les résultats que nous avons eus. Donc, la recherche, elle coûte horriblement cher. Si vous n'avez pas les fonds pour la faire, vous restez au stade d'idée, parce que ce que j'aime bien dire, aujourd'hui ça a un peu changé, mais les chercheurs de ma génération... Quand vous dites que c'est un peu changé comment? Je vais y venir. Les chercheurs de ma génération ont été pour la majorité formés en Occident. Quand je dis ça a un peu changé, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon forme des chercheurs à la hauteur de ceux de l'Occident, c'est-à-dire que nous avons par exemple dans ce pays, à Franceville, une école doctorale en infectiologie tropicale, dont les étudiants publient au même niveau que moi des publications que j'ai faites quand j'étais en thèse à l'Université de Marseille, à l'Institut Pasteur de Paris. Encore que c'est logique, un professeur étudier les pathologies tropicales en Afrique, c'est la logique la plus imparable que possible. Non, je le disais, c'était pour arriver à un point qui est que finalement, les cerveaux sont les mêmes, on réfléchit de la même manière, sauf que la faiblesse en production scientifique africaine, elle est liée à une seule chose, fondamentalement, après il y a d'autres facteurs, mais fondamentalement, l'absence de fonds. Si vous donnez aux institutions de recherche africaines autant d'argent que la France donne aux institutions françaises de recherche, vous aurez autant de résultats, sinon mieux. Vous les équipez après, naturellement. D'accord. Il faut le plateau technique qu'il faut. Et donc, nous avons la Vous avez chance. les ressources humaines, mais pas forcément le plateau technique Les qui doit ressources suivre. humaines, on n'en a même pas assez. D'accord. Pour parler très franchement, aujourd'hui, le CIRM fait ce qu'il fait. Il a la renommée internationale Nationale, qu'il tout à fait. a. Pourtant, le CIRM aujourd'hui, ce n'est que 15 chercheurs. Allez-y comparer à l'INSERM de France. Allez-y comparer à l'Institut Pasteur de France. Allez-y comparer à l'Université Cambridge. 15 chercheurs, c'est un petit département. Donc, aux ressources humaines, déjà, il y a une faiblesse. Il faut former, nous formons. Derrière, il y a cette notion de financement. Nous allons les chercher à l'international, nous allons les récolter à l'international, mais il y a une nécessité d'avoir des fonds qui sont injectés. Et encore, quand je parle du CIRF, je suis bien heureux parce que je fais partie des privilégiés. Ce pays, les plus hautes autorités de ce pays financent, soutiennent le CIRF. Mais je prends mes collègues du Sénarest, ils n'ont pas les moyens que moi j'ai au CIRF. Oui, tout à fait. Qu'est-ce Mais qu'il faudrait- ça se revoit parce qu'il y a quand même une question de santé publique que vous gérez au quotidien. Selon vous, dans le cadre de cette riposte-là, est-ce que, dans le cadre du rôle qui vous est attribué, vous avez au moins les moyens nécessaires pour faire ce travail-là spécifiquement? On n'a jamais trop de moyens. Non, je parle de spécifiquement là. Oui, non, mais même parce là, que, parce que- évidemment, il y a d'autres domaines dans lesquels vous faites des recherches, vous l'avez dit tout à l'heure, mais en ce qui concerne le Covid-19, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour répondre Atteindre aux vos missions, objectifs. pour atteindre les objectifs qu'on vous a fixés? Alors, si vous permettez, j'ai la compétence en termes de ressources humaines. Il faut qu'elle soit augmentée encore. J'en ai. Le CIRF en a. Nous avons le plateau technique qu'il faut. Donc, en termes de plateau technique, nous savons faire. Nous avons ce qu'il faut. Maintenant, après le plateau technique, il y a ce que j'ai dit, les fonds. Nous avons ces fonds que les plus hautes autorités de la République nous ont versés, mais ces fonds, si vous voulez être à la hauteur de l'IHU de Marseille, du professeur Didier Raoult, ben, il faudra multiplier ça par 10. D'accord. Bien, d'accord. Professeur, ce que moi je veux Donc, qu'on ce que vienne- je conclue sur cette question Oui. en disant que finalement, nous avons un minimum, nous faisons avec ce minimum ce qu'on peut faire et le Gabon peut être fier d'avoir le CIRF parce que ce qu'il apporte est significatif. Professeur, c'est quoi le Covid, la Covid-19? Exactement, expliquez-nous ça plus simplement possible pour qu'au sortir de cette rencontre avec vous, on puisse comprendre de quoi il est question exactement. Bien, Et des enjeux aussi, sur le plan sanitaire, évidemment. bien. Alors, Covid-19, ça vient de l'anglais Coronavirus Disease. Maladie due à un coronavirus 19 parce que c'est apparu en 2019. Donc, c'est une maladie qui est due à un virus qui appartient à la famille des coronavirus. Et cette maladie
donc a des symptômes. Les symptômes sont apparentés aux symptômes grippaux, c'est-à-dire maux de tête, écoulement nasal, fièvre, voilà. Maux de gorge. Exactement. Et la spécificité qui semble être modifiée pendant cette deuxième vague, c'est qu'il y a une perte de goût, il y a une perte d'odorat. OK ? Bien. En termes de pathologie, donc de maladie, parce qu'en infectiologie, il faut retenir une chose, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes porteur d'un virus, d'un coronavirus, que vous êtes forcément malade, que vous exprimez forcément des symptômes de maladie. Non. Il n'y a que entre 6 et 8% des personnes contaminées par le coronavirus qui développent des symptômes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez être bien portant, vous vous baladez à travers Libreville, alors que vous êtes porteur du coronavirus. Et ça, c'est... Dans 94% des cas, nous on a les chiffres de Franceville, c'est des gens qui n'ont aucun symptôme. Au point que, pour le Gabonais lambda, c'est de la folie. Vous venez me dire que je suis porteur d'un microbe et moi, je n'ai aucun problème, je ne ressens rien je n'ai pas de problème, je ne suis pas malade, je n'ai aucun signe de maladie. Maintenant, dans les 6 à 8% qui développent la maladie, on va avoir autour de 2 à 3% des 6% déjà, qui peuvent développer des signes de gravité. Est-ce qu'il y a une caractéristique propre à ces groupes, ces 6 ou 8% qui peuvent développer des formes graves? Oui, là, les travaux ont permis de montrer qu'il y a l'existence de ce qu'on appelle les comorbidités. Qu'est-ce que comorbidité ? C'est la présence d'une autre maladie. Par exemple, le diabète, par exemple, l'hypertension, l'obésité. On a montré que quand on a ces problèmes-là déjà, on est plus susceptible de faire une forme grave, et laquelle forme grave peut conduire à la mort. D'accord. Professeur, tous les porteurs du virus, que malades ou pas, symptômes ou pas, peuvent transmettre le virus? Écoutez, c'était une grande question qui reste, parce qu'il a été évoqué à un moment que seuls les symptomatiques étaient capables de transmettre. Mais quand vous regardez les chiffres, je vais encore parler des chiffres au Gabon, cette hypothèse ne tient pas. Parce que quand on regarde le nombre de personnes infectées, si ces personnes ne sont infectées que par les symptomatiques, et quand vous considérez le nombre de symptomatiques, on se pose la question. Et donc, là, en ce moment, la grande question, maintenant on est revenu, il y a eu d'autres données, mais on revient à dire que non, finalement, même les asymptomatiques peuvent transmettre. Mais c'est une hypothèse scientifique ou bien c'est une hypothèse tout simplement... Scientifique. D'accord. Scientifique. Aujourd'hui, par exemple, on sait et on applique... Des études en ce qui concerne la population gabonaise montrent que les personnes asymptomatiques sont susceptibles de transmettre la maladie. Quand on regarde, on n'a pas spécifiquement fait une étude dessus, mais quand on regarde le chiffre de ceux qui sont symptomatiques et qu'on compare au chiffre, ou tout au moins on l'amène sur le chiffre de ceux qui sont positifs, en fait on se rend compte que scientifiquement l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que les asymptomatiques transmettent. Et ailleurs, ils ont montré aussi que les asymptomatiques transmettent. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donnée, parce que ça va très vite, c'est que finalement, au bout de 7 à 10 jours d'infection, on peut encore être porteur du virus, en tout cas détecté positif, donc porteur de l'élément qui permet de faire le diagnostic, c'est-à-dire les gènes du virus, sans développer la maladie. C'est pour ça que l'OMS a changé déjà en disant que, et vous avez dû voir, pour plusieurs personnes, ceux qui regardent les médias français, que le président Macron, quand il a été positif, il est resté juste une semaine et après il est sorti, parce qu'en fait les données aujourd'hui semblent indiquer, parce que je préfère employer le conditionnel, parce qu'en termes de Covid, la maladie est nouvelle, oui, et
personne aujourd'hui ne peut se prévaloir d'une expertise incontestée. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'un grand professeur dit aujourd'hui, demain pourra devenir caduque parce qu'on aura découvert autre chose. Donc, on avance comme on peut. Mais ça rend quand même le discours assez difficilement audible, hein. Par exemple, on parle des masques. On disait que les masques protégeaient à 100%. Après, ça ne protège peut-être pas à 100%. Après, on disait que, par exemple, les masques, certains masques étaient réutilisables. D'autre part, on parlait des masques en tissu qui protégeaient pas suffisamment ou qui protègent suffisamment. On parle de certaines pratiques qui parfois sont un peu remises en cause, hein, par exemple le confinement. Est-ce que vous pensez que actuellement les mesures qui sont prises, hein, qui ne sont pas seulement prises par le Gabon, hein, qui sont prises par une multitude de pays dans le monde, ces multitudes qui visent par exemple à confiner, à mettre en quarantaine la personne qui est porteuse du virus, à mettre en confinement des zones où on estime qu'il y a des clusters, c'est-à-dire des zones où la maladie fait... Des foyers. Des foyers de cluster, ça contamination. fait savant, mais c'est foyer. Des foyers de contamination. Est-ce que vous pensez qu'au regard de toute l'actualité, enfin, de toute la connaissance scientifique qu'on a accumulée jusqu'à présent sur ce virus-là, ces mesures-là peuvent encore tenir? Sont efficaces. Écoutez, vous avez bien introduit votre question. Votre question, cette introduction, je la résume en une chose, c'est que c'est un cafouillage total. Et oui, comme je l'ai dit, nul ne peut se prévaloir d'une expertise incontestée aujourd'hui. D'accord. On découvre au jour le jour. Vous voyez, on peut parler du sida en étant convaincu de la manière de faire. Pourquoi? On a 40 ans derrière nous d'études sur l'HIV-Sida. On peut parler du paludisme en étant convaincu. Pourquoi? Parce qu'on a 50 ans, plus de 100 ans derrière nous de travaux de recherche. Mais la Covid-19, elle est apparue à peine fin 2019. Oui, donc, on tâtonne, on se dit... Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en face d'un microbe qui tue certaines personnes, que moi j'ai appelé les personnes faibles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à faire des études dans les laboratoires sans se préoccuper de protéger ces personnes, ou est-ce qu'on se dit, une vie, c'est une vie? Et donc, on met aujourd'hui, si les données qu'on a sont en faveur d'un confinement, on fait un confinement pour sauver cette vie. Vous voyez? Donc, en fait, on avance... Je comprends la logique maintenant. On avance en tâtonnant parce que... Mais personne n'est expert incontestable sur la Covid-19 aujourd'hui. Personne. Moi, j'ai un grand chercheur que j'admire. Je rigolais avec un de mes collaborateurs en disant « Oh, mais le pauvre, il a parlé 4 fois et ce qu'il a dit 4 fois s'est avéré faux les semaines qui ont suivi. » Pourtant, c'est un des plus grands infectiologues du monde. Je dis bien du monde. Je ne dis pas du Gabon, je ne dis pas d'Afrique, je ne dis pas de France, mais c'est un des plus grands infectiologues du monde. Mais tout ce qu'il a dit, à un moment, quelques semaines plus tard, s'est avéré faux, a été contesté. Donc, on avance en tâtonnant. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on parle de prévention, et je crois que ça, c'est une des choses qu'il faudra retenir dans tout ce qui est fait, quand on parle de prévention, on veut sauver des vies humaines. Et quand on parle de sauver des vies humaines, la question c'est, il vaut mieux, est-ce que j'accepte d'être laxiste ou est-ce que je décide d'être excessif? En termes de prévention, il vaut mieux être excessif que laxiste. Professeur, à quel moment le virus est passé d'un gars normal à un variant? Excellente question. C'est quoi un variant? C'est ça la question. Variant, ça vient du terme anglais. En fait, ce sont les Anglais qui utilisent le mot variant. Nous devons parler, si on voulait être francophone, pur et dur, on devait parler de mutant. Variant, in English, bien sûr, ça vient d'un mot un groupe de mots qui est variation antigénique. Donc, vous entendez dans cette expression, variation. Donc, il y a une variation, ça change.
antigénique, antigène, ça c'est un des composants un des composants d'un organisme quelconque. Donc, variation d'un composant. Le variant, c'est, pour parler des variants de coronavirus, les variants de coronavirus sont des coronavirus chez qui des composants ont changé. Comment ils changent? Ils changent parce que, au niveau des gènes, il y a une mutation, il y a une modification, il y a une ou des modifications. Ce n'est pas une seule. Il y a des modifications. Et je prenais un exemple pour faire simple. C'est, vous avez une personne qui pèse 130 kilos, 140 kilos, et elle va connaître un choc dans son corps qui va faire qu'elle va maigrir jusqu'à atteindre 75 kilos pour une taille de 1,80 m. C'est toujours la même personne, sauf que son apparence a changé, sa morphologie a changé. Donc un variant, c'est le même virus dont la morphologie a changé. Comment en est-on arrivé là? C'est ça. Voilà, c'est que les virus, les micro-organismes, les microbes en général, quand ils sont dans l'hôte, on va parler de l'hôte humain, dans le corps humain, il y a une bataille qui se fait entre le microbe qui veut survivre et le corps qui veut détruire ce microbe par les anticorps. Oui. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette bataille-là va faire que le microbe peut prendre un coup, et en prenant un coup, il se met maintenant à boiter. Si je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, il prend un coup, et le coup qu'il a pris, donc c'est la mutation, fait qu'il maigrit, il change de forme. Et quand on parle de variants, on va les caractériser en majorité sur la protéine de surface, donc le composant qui est la veste, si vous voulez, du corona. Oui. Et c'est cette veste-là qui change pour permettre aux microbes, donc au coronavirus, de lutter, de continuer la bagarre contre les anticorps. Alors, les variants qu'on cite aujourd'hui, c'est des variants que vous avez observés morphologiquement, ou bien on leur donne des noms par rapport à l'endroit où on les a détectés? Le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien. Le variant, pas le variant, l'origine c'est chinois. Oui. Alors, là, quand on parle de variant britannique, de variant sud-africain, on est simplement sur le lieu, le pays dans lequel on les a détectés. Voilà. Mais sinon, physiologiquement, ils restent pareils. Non, ils sont différents. Comme je vous ai dit, il y en a un qui est passé de 130 kg à 75 kg. Il y en a un autre qui est passé de 130 kg à 150 kg. Donc, dans les composants, dans ce qu'on appelle les gènes, il y a des modifications. Ils ne sont pas les mêmes. Quand on va regarder ce que je viens d'évoquer, à savoir la veste du coronavirus, pour garder une image, le variant britannique, il va avoir... Non, parlons d'abord de la souche sauvage, la souche mère, la souche originelle. Elle va avoir une veste bleue. Quand vous allez regarder le variant britannique, il va apparaître avec une veste verte. C'est toujours la même personne, c'est toujours le coronavirus. Sauf que la veste n'est plus la même. Quand vous allez regarder le variant sud-africain, lui, il apparaît avec une veste jaune. Vous allez regarder le variant brésilien, il apparaît avec une veste mauve. Donc, ça change. Et là, récemment, on a évoqué le variant japonais. Et je veux le dire, si nous nous mettons à travailler, nous avons commencé, il ne sera pas étonnant qu'on vous dise qu'on a un variant gabonais. Je voulais justement poser une question sur ça. Quels sont les facteurs qui favorisent justement l'apparition d'un variant au sein d'une population? Les facteurs, c'est ce que je viens de dire. C'est la bagarre, la lutte que le coronavirus, la lutte que le microbe... Parce que les variants, ce n'est pas que dans le coronavirus. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas de vaccin contre le paludisme, c'est parce qu'il y a des variants. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas de vaccin contre le sida, c'est parce qu'il y a des variants. La variation antigénique, donc cette variation, cette modification des composants des microbes, on la retrouve presque chez tous les microbes. Donc c'est cette bagarre-là, le microbe se bat contre votre corps, contre vos anticorps, et donc
il change, il évite des coups, il met une autre veste, et il change, il passe à autre chose. Et c'est un peu ça, en fait. Comment vous avez fait pour découvrir le variant britannique au Gabon? Très bien. Alors, on a deux approches quand on parle des études sur les variants. Donc, des études sur les mutants, des études sur les différentes présentations des microbes. Un variant, on va le dire simplement, c'est le même microbe qui se présente, qui a une morphologie différente. On va retenir ça. Et donc, on a deux approches. La première, c'est de dire, alors je prends tous les échantillons que j'ai et je regarde si dedans, il y a des individus qui sont différents. Est-ce que tout le monde a 130 kilos ou est-ce que tout le monde, il y a des petits qui ont 75 kilos, 150 kilos? Est-ce que tout le monde a la même veste bleue ou est-ce qu'il y a des vestes rouges, des vestes... Vous voyez. Et donc, vous pouvez vous lancer dans cette recherche. Quand vous avez beaucoup de moyens, vous découvrez quelque chose de nouveau. Mais vous pouvez aussi dépenser des centaines de millions sans rien découvrir. Tout à fait. Parce qu'il peut ne pas avoir de variation. D'accord. OK? Même si le principe fondamental, c'est quand même que ça bouge. Mais la question des variants, en fait, il faut se souvenir qu'elle renvoie à ce qui est plus dangereux. On les évoque parce qu'ils sont dangereux. Les plus faibles qui ne sont pas dangereux, on ne les évoque pas, en fait. Alors moi, je vais et donc, évoquer... si vous permettez que je termine. Et donc, nous sommes dit, et il y a une deuxième approche. La deuxième approche, c'est de dire, ailleurs, ils ont vu quelque chose de dangereux. Est-ce que chez nous, cette chose dangereuse circule? Nous avons choisi cette approche. Une approche ciblée plutôt qu'une approche ouverte. Okay? Et sur instruction des plus hautes autorités de la République, une surveillance est faite au point d'entrée à l'aéroport. Donc on s'est dit, si le variant rentre au Gabon, ben, il y a plus de chances qu'il rentre par l'aéroport. Donc à l'aéroport, on prélève, on envoie au laboratoire, dans les laboratoires qui testent, qui font le diagnostic à Libreville. Concernant le variant que nous avons identifié, ce sont des échantillons du laboratoire Gaoma qui ont été transférés à Francéville parce que Francéville, le CIRMF, est le seul aujourd'hui capable de faire la recherche sur les variants, capable de détecter, capable de faire ce qu'on appelle le séquençage. Donc de compter, de vérifier la notion de veste. Et c'est comme ça que, quand c'est arrivé, nous avons opté pour aller regarder est-ce que le variant sud-africain circule au Gabon? Est-ce que le variant britannique circule, est passé, a été détecté? Est-ce que le variant brésilien a été détecté? Donc nous avons mis en place un protocole propre. Ça, c'est le CIRMF, un protocole du CIRMF. Et ce protocole a permis d'identifier, d'avoir la carte d'identité du variant britannique sur les 120 échantillons qu'on a passés et le travail continue à se faire. Donc on a dit, on a vu rentrer à l'aéroport de Libreville un variant britannique. Un variant britannique. Est-il aussi dangereux qu'on le dit? Oui, le variant britannique est dangereux. Les chiffres, là où il a été caractérisé, là où il a été d'ailleurs mis en évidence donc en Angleterre, montrent qu'il se propage beaucoup plus vite que la souche sauvage, que la souche mère. Donc, si ce variant se multiplie 7 fois plus, il va vous faire 7 fois plus de personnes infectées. Si on revient sur ce que j'ai dit au début, les pourcentages, quand vous avez 1%, c'est 1 sur 100, n'est-ce pas? Maintenant, ce 1%, si vous transformez en 1000 personnes infectées, ça fait 10. Si vous transformez en 10 000 personnes, ça fait 100. Donc, en valeur absolue, et je l'ai dit déjà, et tout le monde est bien d'accord, une vie est une vie. Donc, il va faire beaucoup plus de dégâts parce qu'il infecte beaucoup plus de personnes. Voilà. Mais comment expliquer que ce virus-là, en termes de mortalité sur le continent africain, on reste encore le continent et de loin le moins touché en termes de mortalité, hein, et même d'infection de ce virus-là. Certains disent que c'est parce qu'on ne contrôle pas assez, on ne fait pas suffisamment de tests. Est-ce que vous épousez cette thèse-là qui dit que si on a un niveau de mortalité aussi faible sur le continent africain, c'est parce qu'en partie, les chiffres officiels ne sont pas les bons chiffres qui sont divulgués? Écoutez, moi, je n'adhère pas à cette hypothèse, hein,
Parce que à un moment, et les épidémiologistes, eux, ils parlent des pourcentages. Écoutez, donc, quand on parle de pourcentage, quand on regarde les pourcentages ne sont pas toujours corrélés. Donc, je n'adhère pas à cette hypothèse. Mais il y a pas mal, et là encore, on arrive sur un point qu'on a abordé déjà, la question de financement, la question de capacité à faire de la recherche, à faire de la recherche. Cette question-là montre que dans d'autres pays, il y a des facteurs de risque. Et un des facteurs de risque, c'est l'âge. La population africaine étant beaucoup plus jeune qu'ailleurs, Bien sûr. on émet cette hypothèse que c'est une des raisons qui ferait qu'on a beaucoup moins de morts. Mais ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, je vais me permettre de la mettre sur le plateau comme ça, c'est que en Afrique, nous sommes déjà au contact de plusieurs microbes. Je m'explique. Dans certains quartiers de Francéville, de Libreville, on côtoie les microbes au quotidien. Et ça fait quoi? Ça fait qu'au niveau des anticorps, donc de la réponse immunitaire, on a un système immunitaire qui est plus entraîné. Si vous comparez avec quelqu'un qui est à Londres, dans un milieu presque aseptisé, ce qu'il y a, c'est que son système immunitaire est moins préparé à affronter les agents pathogènes. Donc ça, c'est encore une autre hypothèse. Et il y a une troisième hypothèse qui fait plaisir à tous les chercheurs africains, mais qui les rend aussi malheureux parce qu'ils n'ont pas les moyens de la tester, c'est est-ce que dans ce que consomme l'Africain, il n'y a pas quelque chose qui lui permet d'être plus résistant à ce coronavirus. Bon, je prends un exemple. Dans notre pays, et ce n'est un secret pour personne, plusieurs familles, quand a survenu le coronavirus, ont fait ce qu'on appelle chez moi en langue nzebi, le mouvita. Les autres disent ifulu, le bain de vapeur. Oui. La question est de savoir, est-ce que ces bains de vapeur n'ont pas eu un effet, un impact sur la circulation du virus dans notre pays? Mais si vous ne le prouvez pas scientifiquement, on ne pourra pas le mettre aussi sur la table. Je suis sur les hypothèses. Et aussi la consommation Derrière, de certaines infusions. Mais voilà, on l'a vu dans d'autres derrière, ethnies aussi. vous avez des gens qui ont consommé, mais à la pelle, certaines plantes. Et si ces plantes sont efficaces? Et c'est là que je dis, les chercheurs africains, ils sont malheureux parce qu'ils ont ces idées-là, ils n'ont pas les moyens de les tester. Parce que pour pouvoir tester ça, c'est encore à coût de centaines de millions. Bon, ça, on va dire de dizaines de millions que mes collègues n'ont pas toujours. Et donc, on est là, on reste sur des hypothèses. Donc, il y a plusieurs hypothèses et je suis plus pour une convergence de différents facteurs qui font que l'Afrique est plus protégée. Professeur, pour terminer, parce que nous avons déjà dépassé le temps, la situation, la réponse sanitaire que le gouvernement a mis en place ces derniers temps, la trouvez-vous efficace en tant que scientifique? Écoutez, nous faisons partie de ceux qui apportent leur contribution en présentant nos données scientifiques et les autorités ne prennent que les décisions qui sont meilleures pour ce pays. Et donc, nous avons passé avec succès la première vague et je crois qu'il faut reconnaître que ces autorités appliquent ce qu'il y a à appliquer sur le conseil des scientifiques, sur la base des données qu'elles ont pour le bien de la population gabonaise. Oui, bon, j'en suis convaincu. Et c'est ce que je vois. Merci. Je rappelle qu'on recevait le professeur Lekana Doki, directeur général du CIRFM, qui était avec nous. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, Dafresh. Dafresh Morning.